Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Je suis nul en histoire mais je me soigne. La dernière fois, on avait parlé un petit peu de la Russie, on avait parlé des révolutions russes, on avait regardé comment le peuple russe a essayé de se libérer d'une sorte d'oppression systématique par ses gouvernements successifs. Et on est arrivé sur une conclusion un peu en demi-teinte sur l'évolution de la situation. On s'était arrêté du coup au sortir de la Première Guerre mondiale et au début des années 20. Et donc, on va reprendre aujourd'hui avec la création de l'URSS, avec l'arrivée au pouvoir de Staline, et ce sera un épisode en deux parties, puisque c'est quand même extrêmement ambitieux. Donc, on va couvrir un peu toute la vie de Staline aujourd'hui, essayer de comprendre pourquoi ce personnage si emblématique, quel rôle il a joué, quel rôle il tient encore joué dans l'imaginaire russe, comment il a conduit la Russie sur l'échiquier politique mondial et comment cette dynamique a été insufflée. Et voilà, on s'arrêtera au début de la guerre froide qu'on couvrira dans un épisode futur dans la deuxième partie. Voilà, c'est tout un tas de choses que j'ai, comme beaucoup de gens, étudiées au collège et au lycée, mais je vous le rappelle, je suis nul en histoire, donc j'ai oublié plein de choses, il me reste des petits mots comme ça par-ci par-là, mais je vais avoir besoin d'une grande spécialiste de la Russie pour m'aider à remettre tout ça sur les rails. Bonjour Régine, comment ça va? Здравствуй, Yannick. Bonjour. Straswiti, euh, Tovarich. Donc, spécialiste de la Russie jusque de la langue, hein, parce que tu parles un petit peu le russe que tu as étudié pendant quelques années. Я говорю по-русски. Alors, bon, après, malheureusement, il va falloir passer en français, parce que je ne crois pas que tous nos auditeurs soient spécialistes, mais j'ai toujours été admiratif de ta capacité à appréhender des langues aussi complexes. Voilà. Moi, sorti de l'anglais, je suis très mauvais, hein. J'ai étudié l'allemand pendant des années à l'école, il m'en reste quasiment rien, parce que j'ai pas pratiqué, malheureusement. Et voilà, je suis toujours admiratif des gens qui s'attaquent à des langues aussi difficiles. Mais apprendre la langue, je trouve que c'est intéressant pour s'imprégner de la culture, la façon dont les mots influencent le mode de pensée. Voilà, enfin, il y a beaucoup de choses à dire. Je vais regarder quelques vidéos sur la linguistique. C'est pas le sujet aujourd'hui, hein, mais c'est juste une petite parenthèse là-dessus. Mhm. Donc, nous en sommes restés à la mort de Lénine et nous allons voir comment, petit à petit, Staline a pris les choses en main. On va commencer peut-être par un rapide résumé de là où on était resté. Donc, on avait parlé des révolutions russes. Bon, l'issue de tout ça, arrivée au pouvoir donc des bolcheviks et des penseurs communistes, en fait, pour la première fois, avec donc Lénine, tu en parlais. Avec Lénine, donc, que l'URSS s'est créée, l'Union des républiques socialistes soviétiques, avec les pays baltes, une partie de la Pologne. Donc, il y avait un paquet d'États qui ont rejoint cette union. Comment ça s'est fait en fait? Quel était le critère de décision? Est-ce que c'est comme l'Union européenne? Il y avait une petite procédure d'adhésion? Écoute, d'abord, il n'y avait pas tellement d'États à l'époque qui ont rejoint l'URSS. On n'a pas demandé leur avis aux populations et ça a été la même mise de Lénine sur ces pays d'Europe orientale. Ok. Donc ça couvre quelle zone géographique là? On avait, je crois, le. Il y avait les trois pays baltes et une partie de la Pologne et l'Ukraine. D'accord. Ouais, l'Ukraine, on l'évoque souvent, hein, parce qu'un des arguments qui est évoqué par les factions pro-russes en ce moment, c'est-à-dire que l'Ukraine a toujours fait partie plus ou moins de la Russie et que c'est un territoire qu'elle a perdu mais qui lui revient de droit un petit peu. Donc on voit, c'est quelque chose qu'on peut comprendre quand on étudie, alors sans le cautionner bien sûr, hein, mais quand on étudie l'histoire, effectivement, l'Ukraine. On a toujours dit que l'Ukraine, c'était le berceau de la Russie. La Russie est née à Kiev. Comme tu le sais, c'est un pays qui a fini par obtenir son indépendance, qui est mise en jeu actuellement. Tout à fait. Voilà. On a ce giga territoire qui s'appelle l'URSS et donc qui est fondé par Lénine. Et alors, comment ça se passe? C'est fondé. Qu'est-ce qui change dans l'immédiat? Qu'est-ce que ça change pour les populations, pour le régime politique? Qu'est-ce qui se passe? Si tu veux, je pense que les gens n'ont peut-être pas vraiment réalisé qu'ils faisaient maintenant partie d'un tout. Lénine, certes, c'était pas un grand démocrate, mais par rapport à Staline, bon, c'était un ange. Donc les peuples n'ont pas eu le choix et ils sont tombés sous la coupe de l'Union soviétique et donc de la Russie. D'accord, très bien.
Et du coup, quelles sont les premières mesures qui sont prises par ce gouvernement? Parce que bon, le communisme, c'est quand même quelque chose de radicalement, différent quand même. À l'origine, Lénine a instauré la NEP. Donc, il y avait une relative liberté de la presse, de la religion. Tu vois, c'était pas de la tyrannie. Alors peut-être qu'on peut rappeler la NEP, la nouvelle politique économique, on peut peut-être faire un petit résumé de ce que ça veut dire? Alors Euh, vas-y. il y avait donc une certaine liberté d'exploiter les terres, de profiter de ces biens de production. C'est un peu une concession qui a été faite aux principes communistes, on va dire dans le domaine agricole? Voilà. Oui. On n'avait pas encore instauré le collectivisme. Bon, il y avait, je te dis, une certaine liberté de la presse et une liberté d'exercer sa profession. Les intellectuels n'étaient pas mis au banc de la société. On appréciait l'art, la musique. Il y avait les grands musiciens, Tchaïkovski, etc. Tu vois. C'était un pays relativement libre, bien que appauvri par la Première Guerre mondiale et par la déliquescence de l'industrie. Donc, il faut savoir quand même que Staline est arrivé aux côtés de Lénine. Il a une participation active à la révolution d'octobre. Lénine y a peu à peu confié certaines fonctions, notamment la direction de la Pravda, et puis il est un secrétaire général du parti. Mais Donc la reprenons, Pravda qui est, le principal journal du coup, oui, qui existe toujours, voilà donc principal journal c'était d'information. C'est un OK. moyen, un peu un moyen de pression aussi. Donc Lénine est mort en 1924. Trotsky a été un peu poussé vers la porte par ses opposants. Et puis, si tu veux, il n'avait pas la carrure et la poigne de Staline pour prendre la direction du pays. Et Staline a commencé à sortir de l'ombre à ce moment-là. Juste pour bien comprendre, parce on sort on change de régime politique, donc comment est décidé le dirigeant du parti? Est-ce que le peuple a son mot à dire là-dedans? Non, 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 le peuple n'a pas son mot à dire. En fait, Staline s'est imposé par la force. Quand il est devenu secrétaire général du parti, il a commencé à placer ses hommes dans les postes stratégiques, que ce soit dans l'armée, dans les fonctionnaires. OK, mais juste comment on devient secrétaire général du parti? Il a été nommé par Lénine. D'accord, donc ils se nomment les uns les autres? Voilà, Voilà, donc oui, forcément, ça entretient des castes, un peu en cercle fermé, quoi. exactement. Le peuple n'a jamais eu son mot à dire, surtout à cette époque-là. C'est quand même, étrange qui est enfin, le communisme, quand on regarde, quand on lit les écrits de Marx et tout ça, c'est quand même quelque chose de très idéaliste et c'est assez étrange de voir à quel point ça a rapidement dévié de ses principes pour, ou alors peut-être qu'il y avait plein de gens qui étaient sympas et idéalistes et que c'est celui qui gueule le plus fort ou qui tape le plus fort du poing sur la table qui prend le pouvoir. C'est exactement ça. En fait, il y a une déviation de la pensée de Marx, si tu veux, hein, qui a fait que euh, ces hommes forts comme Staline ont profité d'être à la tête du parti pour placer ces hommes et pour renforcer son pouvoir. D'accord, OK. Il y a eu d'ailleurs un mouvement qui s'appelait la Terreur rouge, je crois. Ah, Oui, des terreurs, il y en a eu. Il y en a eu, j'en parlerai aussi. ah, OK. C'était la grande terreur, oui. Ah, il y a la Grande Terreur aussi, OK, Oui, il y a oui, oui. différents noms aux différentes terreurs selon les périodes. Voilà, avec déjà des organismes avec des noms qui font froid dans le dos, comme la GPU, le NKVD, voilà, la police politique. OK, donc tu voulais nous parler de Staline et de son arrivée au pouvoir, je te laisse la Oui, parole. je pense que ça sera l'essentiel de notre entretien. C'est donc le portrait de Staline qui veut dire homme d'acier. Donc il est né en 1878, il est mort en 1953. Il est né dans une famille de serfs géorgiens, pauvres, une enfance misérable, maltraité, battu par un père alcoolique. Il était petit,
1,65 m, tu vois, à peine plus grand que moi. Il avait des malformations, un bras plus court que l'autre, les pieds palmés. Il a ramassé la variole à l'âge de 7 ans, donc il est resté grêlé. On le voit sur les photos, il a le visage marqué. Il rentre au séminaire. Il était très pieux au départ. Et puis rapidement, il fait partie de groupes, comment dirais-je, d'intellectuels un peu subversifs qui l'ont conduit à rejeter la religion et à commencer à s'opposer au système religieux. Donc, il est renvoyé du séminaire à l'âge de 19 ans. Et là, en 98, oui, il fait partie d'un groupe d'intellectuels marxistes. D'accord. À Et l'époque où ça commence à prendre voilà, de l'ampleur. oui. Et c'est en 1922 qu'il devient secrétaire général du comité central du parti. Il va triompher petit à petit de tous ses adversaires, c'est-à-dire tous les hommes qui lui déplaisaient en quelque sorte. Tu sais, en fait, il a cultivé la gloire de Lénine, mais il n'était pas tellement d'accord avec ses idées. Donc, tous les hommes qui avaient été mis en place par Lénine, ils ont été poussés vers la porte. Et il a placé des hommes qui étaient à sa botte. Donc, il faut Ok. savoir qu'à cette époque, le pays était essentiellement paysan. Il y avait peu d'industrie. Et Staline, donc, a deux buts. Lui, c'est collectiviser l'agriculture et réindustrialiser le pays à marche forcée. D'accord. Donc voilà, il va prendre des mesures fortes pour essayer d'instaurer le communisme en plus sur le plan économique en fait, en tant que. Oui, économique, social aussi, on peut dire. Donc, en 1927, le premier plan quinquennal est élaboré. Alors, les paysans étaient séparés en trois groupes. Il y avait ce qu'on appelait les koulaks, et non pas les goulaks. Les koulaks qui étaient les paysans aisés. Il y avait les moyens et il y avait les très pauvres. Les koulaks étaient mal vus parce qu'ils avaient un peu plus d'argent que les autres. Et si tu veux, on les a spoliés, on les a souvent arrêtés, maltraités. Et à ce moment-là, on va mettre en place la collectivisation des terres. Les grands domaines, tu vois, les grands propriétaires vont être exclus de leur domaine et on va créer une immense ferme collective, les premiers kolkhozes. Donc en fait, ils sont pas vraiment posés de questions. Là, c'est l'application, on va dire, un peu agressive du marxiste. C'est-à-dire les propriétaires sont méchants, on leur pique leurs biens et tant pis pour eux. C'est pour le bien du peuple. Il y a pas de, on fait pas ça dans la douceur, quoi. Suppression de la propriété privée. En 1929, on a dit, bon, il n'y a plus de propriété privée. Ceux qui n'étaient pas contents, ben, ils partaient au goulag, donc qui a été institué par Staline. Hein. Et le goulag, ce n'était pas une maison de vacances, hein, c'était en Sibérie, où les gens étaient astreints à des travaux forcés éreintants. Et dans ce que j'ai vu, ce que j'ai lu, les forçats avaient des chaînes aux pieds, tu vois. Oui. Mal nourris, mal vêtus, ils travaillaient des fois par moins 60, et donc ils finissaient. C'était de la main-d'œuvre gratuite, et il y avait de Jetable. nombreux. Voilà, et, exactement. Il y avait de nombreux morts et ils étaient remplacés par d'autres prisonniers. Et ça arrivait en permanence. Voilà. D'accord. Alors du coup, donc collectivisation des terres agricoles, c'est le premier grand mouvement, on va dire communiste. Les paysans qui sont spoliés, je comprends qu'ils soient pas contents, mais si tu me dis que c'est surtout les paysans aisés, j'imagine qu'ils sont pas très nombreux et qu'ils n'ont pas dû peser très très lourd enfin leur avis n'a pas dû peser très très lourd. Comment réagissent les autres paysans? Enfin, est-ce que les gens ouais, c'est la révolution, super, ou alors est-ce qu'ils restent déjà d'un œil méfiant? Ça n'a pas été ça. Hein. En fait, je t'avais dit qu'un des tsars, je crois que c'était Alexandre II, qui avait libéré les moujiks et on leur avait attribué des terres. Mais si tu veux, l'arnaque, c'est que ces terres, on les leur faisait payer, les terres qui leur Ah, avaient été attribuées. Et là, je crois qu'ils avaient une quarantaine d'années pour payer et là, ils n'avaient pas fini de payer. Donc,
Ils n'étaient pas entièrement propriétaires de leurs terres. Mais bon, on a demandé l'avis de personne. Les Koulaks ont été plus ou moins éliminés. C'est eux qui avaient les immenses propriétés, tu vois, dans les grandes plaines russes, en Ukraine, un grenier à blé de la Russie. Et il y avait de la place pour cultiver. Et donc, ceux-là ont été éliminés. Et les autres, eh bien, ont été contraints de travailler dans les kolkhozes pour une récolte qui ne leur appartenait pas. Donc les kolkhozes, c'est les grands domaines agricoles qui ont été créés, voilà, Ouais. nationaux. Où les gens travaillaient là-dedans. Ce qui a été terrible, c'est qu'on a pris aux paysans toutes leurs récoltes pour nourrir les villes. Tu vois, Ok. ils n'avaient même plus un grain de blé pour ensemencer. Ils essayaient de cacher un peu de la récolte, mais la police les traquait, fouillait tout. Il y avait de la délation. Tu vois, même des enfants dénonçaient leurs parents. Enfin, ça a été une époque épouvantable. Et les gens ont commencé à mourir de faim et de faim et de froid. Alors attends, parce que ça suscite énormément de questions. Parce que bon, la population n'a pas changé radicalement. Enfin bon, s'il y a eu la guerre qui a fait pas mal de morts, mais les villes se nourrissaient déjà, de fait. Donc c'est quoi? On nourrissait davantage les villes et moins les paysans? Enfin, qu'est-ce qui justifiait ce mouvement en fait aussi brutal? Je pense que dans les villes, il y avait une grande pénurie de blé, de céréales, et donc on allait la prendre aux paysans. Si tu veux, on considérait que cette production appartenait à l'État, parce que les paysans n'avaient plus de propriété privée. D'accord, mais c'est complètement irrationnel ce que l'État en fait. Le fait, par exemple, typiquement, de ne pas donner de quoi replanter les récoltes, euh, Tu pourquoi? crois tu crois qu'ils réfléchissaient? Non, je pense pas. Hein. Ils prenaient ce qu'ils Bah, pouvaient et puis vogue la galère, quoi. C'était. c'est un problème de corps, parce que c'était volontaire, c'est-à-dire c'est au sommet de l'État, on disait non, non, il faut tout prendre, il faut pas replanter. Ben, Euh, qui- je crois que surtout c'était euh, la police qui réquisitionnait et qui ne voyait pas plus loin que le bout de son nez. Ah, Hein. donc c'est un Je problème aux pense échelons qu'au intermédiaires, sommet de oui. l'État, ils ne savaient pas que les paysans n'avaient plus quoi ensemencer. Parce que du coup, bon, c'est ça qui a entraîné des grandes famines par la suite, hein, de ce que je me Voilà. souviens. Famine dont Staline a, je crois, toujours nié la responsabilité, ou même l'existence, peut-être, je sais plus quelle était sa Oui, oui, non, position. lui, tu sais, je pense qu'il n'a jamais reconnu qu'il avait martyrisé son peuple. C'est, il avait qu'une chose en vue, c'était le pouvoir absolu, le cul de la personnalité. Voilà. Mais alors du coup, ces famines, en fait, la question se pose, est-ce qu'elles ont été provoquées par incompétence ou est-ce que c'était volontaire dans le but de tyranniser certaines zones, certaines peuplades? Je crois que personne ne se souciait vraiment du sort des paysans. Ils voulaient du rendement, piquer les récoltes, et après, il fallait que les paysans se débrouillent avec ce qu'ils avaient. Ok. Juste, je reprends un petit peu le vocabulaire parce qu'on a vu plein de trucs. Donc, on a vu les koulaks, qui sont les paysans aisés. On a vu les goulags, qui sont les camps de travail forcé en Sibérie. On a vu les kolkhozes, qui sont les grands domaines agricoles. Tu as évoqué rapidement les plans quinquennaux. On l'a pas redéfini. Je viens au plan quinquennal. Donc, c'était des plans qui duraient 5 ans. Donc, on planifiait Ça, la production sur 5 ans. voilà, hein, ça a été donc instauré pour relancer l'industrie qui était pratiquement inexistante. Hein. Ouais. Donc, il fallait rattraper à toute vitesse le retard économique. Donc, 1936, c'est l'année des grandes purges. Tu sais que Staline se méfiait de tous ceux qui avaient adhéré au Parti communiste, peut-être simplement pour lui faire plaisir. Donc, il raflait, il y avait des procès expéditifs et goulag, prison. Et si tu veux, il avait arrêté beaucoup de fonctionnaires, beaucoup de militaires. Donc, il a été très, très gêné pour relancer l'industrie parce qu'il n'y avait plus de cerveau, en fait. Tu vois, tous les gens
les ingénieurs, tout ça, ils les avaient éliminés. Et il y a eu de 6 à 700 000 exécutions au fameux procès de Moscou. Il y avait des procès. Oui, j'en doute pas une seconde. Mais parce que, alors, autant je comprends qu'on veuille se débarrasser des opposants politiques, mais il n'y avait pas 700 000 opposants politiques. Oui, mais bien sûr que non. En fait, lui, il était paranoïaque. Tout ce qui lui paraissait douteux, il l'a envoyé en prison. Il a fait arrêter des intellectuels, des écrivains, des artistes, parce qu'il lui déplaisait, parce qu'il pensait que ça pouvait, les intellectuels pouvaient aller contre lui, parce que c'était des gens qui pensaient. Lui, Ouais. il voulait pas qu'on pense, il voulait qu'on obéisse. Ouais, bon, finalement, on n'est pas très très loin de la situation actuelle où le simple fait d'émettre une opinion contraire au gouvernement peut t'envoyer en prison. Euh, ok. Moi, j'ai noté qu'il y avait en 1936 donc 5 à 10 millions de prisonniers politiques. Ah oui, d'accord, parce que 700 000, c'est seulement les exécutions. 6 à 700 000 exécutions. Ok, Après, donc, mais, ouais, mais attends, enfin, comment on ben, stockait tout ça? le Sibérie, c'est grand. Ouais, ouais, mais enfin, ça veut Il y avait dire un que. roulement, mais les gens tombaient comme des mouches dans les goulags. Donc, à mesure, on renouvelait la main-d'œuvre, on leur faisait faire des grands travaux, des routes, des barrages, des chemins de fer, et ils étaient épuisés. Donc, on envoyait un nouveau contingent de prisonniers et on arrêtait d'une façon arbitraire. Il y avait combien de personnes en URSS à l'époque? Est-ce qu'on a des chiffres fiables là-dessus? Parce que tu m'as dit jusqu'à 10 millions de prisonniers politiques. Donc aujourd'hui, la Russie, je crois que c'est 140 millions, je crois, de mémoire. 140 millions, il y a peut-être déjà 100 millions d'habitants. Parce que, bon, 140 millions, c'est la Russie seule, donc sans tout le territoire, c'est pas tout à fait le même territoire. Mais ok, genre 10 millions, c'est une proportion quand même non négligeable, même si c'est des territoires plus grands que les nôtres et probablement plus peuplés. C'est quand même une proportion vraiment non négligeable, quoi. Donc, ok. Et du coup, alors c'est ma marotte, hein, je demande ça à chaque fois, mais qu'en pense le peuple à ce moment-là? Qu'est-ce que. Je veux dire, on leur promet, parce que bon, alors je veux bien que peut-être que les gens n'étaient pas aussi éduqués qu'ils le sont aujourd'hui, tout ça, mais ils doivent bien se rendre compte qu'on leur a promis un régime politique différent où on libérait de l'oppression, et ils doivent bien voir qu'il y a une oppression qui continue, quoi. Ils n'avaient pas le choix. Ils n'avaient pas le choix. Il y avait Ah. la police puissante, la GPU, la NKVD, des espions partout. Dans le domaine industriel, ça va être pareil. Il n'y avait pas de propriété privée. Alors, tu sais qu'on avait instauré le fameux stakhanovisme. Oui, oui, c'est Stakhanov qui était une espèce de, qui était un soi-disant héros qui travaillait de façon très intensive. Voilà, c'est-à-dire qu'on lui demandait de faire 5000 clés, lui, il en faisait 10 000, et il fallait que les gens suivent. Sauf que Stakhanov n'a jamais existé. Ah, ça, je savais pas par contre. Voilà, ça a été une ruse, si tu veux, pour faire travailler davantage les ouvriers. D'accord. C'est resté dans les langages, Ouais, ouais, du stakhanovisme, c'est resté dans les langages. ok. Alors par contre, ça, si je me balade sur Wikipédia en même temps, apparemment il y a un Alexei Grigorievitch Stakhanov, apparemment qui aurait vécu entre 1906 et 1977. Il aurait participé à un concours où il aurait accompli 14 fois Bon, bon. la norme d'extraction du charbon. Donc, J'ai lu que c'était en fait une légende. Peut-être que Stakhanov a réellement existé, mais que c'était un héros du travail. Ça a été monté de toutes pièces. ah oui, ok, parce que je vois, j'ai pas lu l'article en entier, mais je vois la véracité de ce record est contestée. Voilà. Ok, donc Parce que moi aussi, j'ai regardé sur Wikipédia. excellente source, excellente source. Non, mais il y a plein de trucs à lire, parce qu'en plus c'est pas qu'un seul article sur Wikipédia, faut fouiller un peu le Oui, truc. j'ai lu. Qu'est-ce que je voulais te dire? Dans le domaine social aussi. Donc, il méprise la religion, il interdisait aux gens de pratiquer la religion. Et les gens ils finissaient par cacher leurs icônes chez eux. Tu sais que les Russes sont très attachés aux icônes.
quand ils rentrent dans les églises, ils embrassent les icônes. Et donc, ils finissaient par les cacher chez eux pour pouvoir continuer à exercer leur culte et à adorer leurs icônes. Donc c'était vraiment par, on va dire, goût personnel de Staline. Parce qu'il n'avait rien à y gagner politiquement à interdire la religion. Tu sais que c'était dans les idées de Marx aussi, hein. Il disait que la religion, c'est l'opium du peuple. Certes. Mais, enfin, ok, je pense que c'est un contexte différent parce que là, tu me dis que Staline cherchait à éliminer les penseurs. Donc, justement, l'opium du peuple, ça sert son dessein plutôt que ça ne l'entrave, j'ai l'impression. Marx, c'était plutôt dans une volonté, je crois, hein, j'ai étudié Marx il y a très très longtemps, je ne me souviens plus très bien. Marx, c'était plutôt dans une volonté d'émancipation du peuple, ce qui est exactement le contraire de ce qui se passe en URSS. Oui, mais je pense que, si tu veux, les idées de Marx, elles auraient pu être louables. Mais ça a été tellement, il y a eu une telle déviation de ces idées et dans la mise en application du gouvernement que ça ressemblait plus à rien que les idées de Marx. Tu vois. Bien sûr. Ça a juste servi de base à la révolution, en fait. Ok. Je reviens un petit peu sur le plan quinquennal, puisqu'on en a parlé assez rapidement, parce que ça me. Alors, peut-être je me rends pas compte du contexte de l'époque, hein, mais ça paraît assez ahurissant de fait de devoir planifier sur 5 ans. Je vois quand je travaille dans une entreprise, on ne sait pas toujours comment on va s'organiser dans les 6 mois à venir. C'est extrêmement difficile de faire un plan sur 5 ans. Ou alors l'économie était peut-être beaucoup plus simple à l'époque qu'aujourd'hui. Je ne me rends pas bien compte. Alors, les plans quinquennaux, on peut dire que dans l'ensemble, c'était un échec. Mais il ne fallait pas le dire. Les gens étaient obligés de dire oui, oui, ça a bien marché. Euh, on a pu fabriquer 2 millions de tracteurs, tu vois. Mais en fait, c'était faux. Mais il fallait jamais dire la vérité à Staline parce que c'était le goulag après. Donc, les plans Oui, quinquennaux n'étaient pas une réussite. c'est un point Et intéressant que tu soulèves, parce qu'on parle beaucoup des dysfonctionnements au niveau des dirigeants, mais ça entraîne par effet de pyramide tout un tas de dysfonctionnements intermédiaires, c'est-à-dire que comme il y a une terreur permanente, du coup les gens vont rapporter des chiffres faux, vont déformer la réalité ou vont se débrouiller c'est ce qui pour s'est passé. livrer, voilà, vont livrer la production, mais une production de qualité moindre. J'avais lu rapidement, je reviens un peu à la situation actuelle, j'avais lu dans la guerre en Ukraine qu'il y avait certains militaires sur le champ de bataille qui s'amusaient à bombarder plusieurs fois les mêmes véhicules ennemis déjà détruits, mais en les filmant de différents angles pour faire croire qu'ils avaient détruit plus de véhicules que la réalité, juste pour pouvoir rapporter. Voilà. Et il y a de nombreux rapports des témoignages de soldats sur le terrain qui montrent ce décalage entre le commandement et la réalité du terrain. Puis, si tu veux, les plans quinquennaux n'étaient pas toujours très adaptés. On disait, ben, il faut fabriquer, je dis n'importe quoi, 15 millions de chaussures. Sauf que les gens, par exemple, n'avaient pas de savon, mais il y avait des chaussures. Ouais, typiquement, c'est l'échec. Alors, ce qui est vraiment surprenant, c'est que jusqu'à la chute de l'URSS, alors on anticipe un petit peu, hein, bah, on s'interrogeait sur, oui, économie de marché versus communisme. Bon, ça a l'air de pas mal marché. La Russie avait, enfin, pardon, l'URSS avait, au moins en apparence en tout cas, la carrure d'une puissance économique mondiale. C'était quand même la deuxième puissance mondiale, même sur le plan économique. Oui, sauf que les gens, comment dirais-je, avec les plans quinquennaux, les gens manquaient de l'essentiel. Moi, j'ai vu des photos, déjà à Moscou, dans les rues, il n'y avait pas de voiture. Il fallait Hmm. attendre peut-être 5 ans pour avoir une voiture pour les gens qui avaient les moyens. Il y avait des queues dans les magasins. Dans les Ouais. villes, les gens manquaient de tout. C'est-à-dire qu'on Euh, on se focalisait sur la production brute pour mesurer le succès de la politique économique sans se rendre compte, ou alors en cachant le fait que ça n'avait rien à voir avec les besoins réels de la population. c'est ça. Si tu veux, le plan quinquennal, voilà, on a décidé de faire ça et on va faire ça pendant 5 ans. Mais Mm. on fait pas ce qui manque. Donc les gens Ouais, manquaient de tout. Quand sous l'époque soviétique, quand les rares touristes qui allaient en Russie, avec des stylos à billes, des collants en nylon, des petites bricoles comme ça, ils obtenaient des chapkas en fourrure parce que les gens n'avaient rien.
le pays étant bouclé, à l'époque, il n'y avait pas d'Internet, donc il n'y avait pas de moyen de diffuser l'information. Le peuple russe ne savait pas. Le peuple russe pensait que, au contraire, en Occident, les gens étaient plus malheureux. C'est ce qu'on leur faisait croire, et c'est un peu ce qu'on leur fait croire encore. Alors c'est vrai que c'est toujours d'actualité notamment en Corée du Nord, aujourd'hui, Oui, très fermé, oui. très fermé. Je sais pas si c'est officiellement communiste ou pas d'ailleurs, je sais juste que c'est Si, totalitaire, que oui, je crois que c'est communiste. c'est communiste. Mais ils sont fermés, ils veulent à tout prix empêcher le moindre contact entre l'extérieur et le pays. Toute l'information est contrôlée, même Internet est contrôlé. Et les seules sorties d'Internet qui s'autorisent, c'est pour les pirates qui vont voler des crypto-monnaies pour le compte du gouvernement nord-coréen. Donc apparemment, ça a l'air d'être une constante de. Et puis bon, ne parlons pas de la Chine aussi, qui, même si c'est bien libéralisé sur le plan économique, a gardé son régime extrêmement autoritaire. Et Autoritaire, oui, on ne peut plus dire qu'ils sont communistes, mais c'est pareil, hein, il n'y a pas beaucoup de liberté. Enfin bon, les Chinois ont quand même la liberté d'aller et de venir, ce qui n'est pas le cas en Corée, par exemple. oui, effectivement, il y a différents degrés de. Ok, Mm. du coup, je t'ai complètement interrompu avec mes questions. Je sais pas où t'en es dans ton déroulé Eh sur bien, Staline. écoute, je te parlais donc ce qui se passait dans le domaine social. Beaucoup d'intellectuels sont morts en prison. La presse est muselée. Et on peut dire que le pays est étouffé par la censure. On ne peut rien dire, on n'a même pas le droit de penser. La peine de mort est rétablie, même pour des enfants de plus de 12 ans. Tu Quelle vois? horreur. Ok, donc là, on est dans les années 30, du coup. Voilà, on arrive là petit à petit à la Seconde Guerre mondiale. Donc, Seconde Guerre mondiale qui va être gérée de façon un peu particulière par Staline, qui au début s'était allié avec Hitler. Enfin, il y avait un pacte de Il y a non-agression. eu le pacte germano-soviétique qui a été signé en août 1939. C'était un pacte de non-agression. Et à ce moment-là, Staline fait confiance à Hitler. Staline fait confiance à Hitler. Alors, je ne sais pas s'il partageait ses idées, disons peut-être tout au plus qu'il n'avait pas grand-chose à faire à ce moment-là. Je ne sais pas. Non, il ne partageait pas ses idées parce que, tu sais, après, il s'est posé en vainqueur des nazis. Mais bon, il pensait que C'était, c'était une puissance qui pourrait l'aider énormément. C'est-à-dire, c'est le problème, c'est que du coup, on se demande toujours s'il faisait les choses par opportunisme politique. Et au final, est-ce que c'était ses convictions profondes ou pas Tu sais, je crois que c'était un homme assez secret et qui ne disait pas toujours le fond de sa pensée. Donc, quelqu'un- eh bien, malgré ce pacte, hein, tu as entendu parler de l'opération Barbarossa, Ouais, qui est Hitler voilà, qui est lancée en juin 41. qui faisait la plus grosse bêtise d'Hitler, je pense. Aussi, oui, déjà Une parce grande. que ben, il dégarnissait ses forces ailleurs en Europe pour attaquer la Russie. Mais bon, si tu veux, ça a été une invasion foudroyante. Il a détruit la flotte aérienne, l'armée russe a reculé et Staline a perdu. Alors, ils sont arrivés jusqu'aux portes de Moscou, les Allemands. Ouais, tout à fait. Il y avait la bataille de Stalingrad, je crois. Je vais t'en parler, oui, oui. Euh, Le drame aussi, c'est que Staline a fait tellement de purges qu'il avait perdu l'élite de ses militaires, de ses stratèges militaires, tu vois. Donc, il était un peu démuni. Alors, pour te donner une idée du personnage, son fils a été fait prisonnier par les Allemands qui demandaient de l'échanger contre un maréchal allemand, Paulus. Staline a refusé. Et ah ben, bah, son fils s'est suicidé en prison. le sens de la famille. Ok, et puis bah finalement, je crois que Hitler commence à s'enliser dans des batailles dans des conditions un peu approximatives. Alors, quand même, donc l'armée allemande a rapidement progressé jusqu'aux portes de Moscou. Staline finalement réagit, repousse les forces allemandes et il a quand même été aidé par les Alliés pour son armement.
Ah, d'accord. Par Alors que... les Américains et les Anglais. Hein, J'ai lu un livre qui montre, qui s'appelle L'été 42, qui montre l'acheminement des armes lourdes depuis l'Angleterre jusqu'à Mourmansk. d'accord. Donc tu vois que pour contrer les Allemands, les Alliés ont aidé la Russie à ce moment-là. Alors que c'était un pays qui se targuait de s'être réindustrialisé, et donc on aurait pu croire qu'ils avaient pu produire leurs propres armes. Mais oui, Mais mais en fait, ils n'ont pas eu le temps et ils n'avaient pas les ingénieurs. Tu vois, le paradoxe, c'est qu'à force de faire des purges, il avait plus d'ingénieurs pour s'occuper de tout ça. oui, parce qu'on le rappelle aussi, hein, dans le domaine militaire, c'est toujours une course technologique entre les belligérants, et puis Voilà. il faut réagir très très sur le champ de bataille. Là, j'avais lu quelques articles qui montraient les évolutions technologiques depuis le début de la guerre en Ukraine, où en apprenant sur le terrain, ils ont modifié leurs drones, ils ont modifié même les chars, hein, des fois avec des moyens de fortune, ils rajoutaient des plaques de tôle pour compenser certaines faiblesses. D'ailleurs, Donc, je crois que au moment de la guerre en Ukraine, en ce moment, ils avaient encore de l'armement soviétique. oui, il y avait des rapports sur l'épuisement des réserves soviétiques, des vieux missiles, des trucs comme ça, quand il fallait économiser un petit peu les ressources plus modernes. Et ok, ok, Donc ok. finalement, les forces allemandes sont repoussées et surtout elles ont été décimées par le terrible hiver russe. Les soldats n'étaient pas équipés, ils n'avaient pas l'habitude des grands froids, ils n'étaient pas équipés pour ça. Oui, c'était plutôt le terrain favorable aux Russes. Voilà. Les chars sont bourbés, après ils n'arrivent pas à avancer dans la neige, la glace, et puis les soldats souffraient du froid, de la faim. Oui, c'est toujours compliqué de se nourrir en pays ennemi, surtout avec les armées aussi imposantes. C'est une vraie galère de logistique. Donc, on ne peut pas parler de la Seconde Guerre mondiale sans parler des deux terribles sièges, celui de Leningrad, qui est Mhm. Saint-Pétersbourg maintenant, et celui de Sébastopol. D'accord. Leningrad, ça a duré de 41 à 44. Ça a été épouvantable. Donc, moi, j'ai connu Ludmila, qui a vécu ce siège de Leningrad. Les gens, il y en a beaucoup qui sont morts de faim et ils en arrivaient à manger les rats parce qu'ils avaient plus rien à manger. Oui, Et c'est demandé moi, comment ils ont pu survivre à ça, quoi. C'est ben, il y a 3 ans de siège. eu alors attends, donc je ne dis pas de bêtises. Le siège a été levé par les forces soviétiques en 44, en janvier 44, qui repoussent les Allemands. Mais on dit qu'il y a eu des pertes colossales, 1 800 000 morts, dont, je crois, 800 000 civils. Et bon, Ouais, c'est ça. on est arrivé à libérer la ville. Mais tu imagines un siège qui a duré toutes ces années? Bah, c'est un mystère. C'est comment ils ont pu se ravitailler, même. Je Voilà, crois qu'ils n'avaient plus rien et il y en a beaucoup qui sont morts de faim. En même temps, donc, il y a eu le siège de Sébastopol de octobre 41 à juillet 42. Alors, Sébastopol, il y avait un enjeu stratégique parce que c'était la principale base navale sur la mer Noire. Et d'accord. là, donc, il y a eu des films, hein, il y a un film célèbre, Sébastopol. Et là, ce sont les Allemands qui ont gagné, mais au, au, aux dépens de terribles pertes humaines. Ça a été aussi une Oui. victoire à la Pyrrhus. Les Allemands ont concentré leurs forces dans cette région aux dépens des autres fronts. Oui, laissant le champ libre pour la contre-attaque Voilà, de l'autre côté. voilà. Et donc, ça a commencé, on a pu voir le début de l'affaiblissement de l'armée allemande. Parce que l'invasion russe a nécessité énormément de soldats. Et ben, après, il n'y en avait plus assez pour les autres fronts.
Ouais, parce que, alors bon, il y a les Américains qui sont arrivés à l'été 44, mais même avant, il y avait encore des combats, en Afrique, Ah oui, en oui, puis Égypte, même, en Europe de l'Est. même en 44, c'était pas fini, hein. Même après le débarquement, hein, il y avait Bah, encore des. c'est jamais terminé de toute façon. Enfin, c'est terminé la capitulation d'Hitler. Enfin, la capitulation. L'écrasement. Donc, oui, il y a eu des combats continus. J'avais regardé une très longue vidéo sur la chaîne L'Histoire nous le dira qui faisait tout le détail de la Seconde Guerre mondiale. Mais en fait, c'est très très difficile de tout retenir parce qu'il y avait 1 million de fronts différents. Il y avait les fronts en Italie, dans les Et Balkans. dans le jeu des alliances, moi j'avoue que quelquefois, je m'y perds. Ouais, on s'y perd un peu, sans compter les batailles sous-marines. Enfin, bon, Oui, la Suisse qui était neutre, la Suède aussi, je crois. L'Espagne était neutre aussi. bah, l'Espagne n'était pas rattachée à Hitler. Elle était, oui, elle était copine avec Hitler, hein, mais officiellement elle était neutre. Avec Franco. Enfin bon, voilà. Mais oui, oui, qui n'ont pas forcément pris part au combat, c'est ça que tu veux dire? Oui. Ok. Donc là, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a eu les fameuses conférences de Yalta où ben, les Alliés et les vainqueurs de la guerre on peut dire qu'en quelque sorte, on a dépecé l'Europe. Tu vois, chacun a pris une partie déjà à Berlin. Il y avait 4 forces en présence, hein. Il y avait les Américains, les Russes, les Anglais et les Français. Donc oui, du coup, les Russes ont non seulement repoussé les Allemands, mais ils ont contre-attaqué et ils ont participé de façon assez importante à la libération de l'Europe. Oui, ils sont arrivés en Allemagne, hein. Et là, tu as sûrement entendu parler de cette arrivée. Euh, les Russes avaient énormément souffert de l'attaque allemande. Pour Hitler, les Russes, c'était des sous-hommes. Mm. Et donc, les Russes se sont vengés de façon abominable quand ils sont arrivés en Allemagne. Des massacres de civils, des viols de femmes, et ils ont semé la terreur à ce moment-là. Ok. Donc victoire des Alliés, partage de l'Europe, du Voilà. coup. Et là, ça a été la mainmise de l'URSS sur une grande partie d'Europe de l'Est, hein, la Tchécoslovaquie, la Roumanie, la Hongrie, les Pays-Bas, c'était déjà fait, une partie de la Pologne. Donc super opportunité pour Staline pour asseoir son pouvoir Ouais. et accroître ses territoires, même si la guerre a été terrible, mais il en est sorti, on va dire en termes politiques, il est sorti grandi, parce que c'est quand même à ça qu'on doit la présence de l'ONU comme membre, de la Russie comme membre permanent de l'ONU. Et oui, il avait son droit de veto. Voilà. Il était au sommet, si tu veux, de sa gloire. C'était le petit père du peuple, c'était comme un dieu. Il avait vaincu les nazis. Et peut-être que je me ferai taper sur les doigts par certains. Actuellement, Poutine dit pareil. Quand il fête au mois de mai l'anniversaire de la fin de la guerre, c'est eux qui ont gagné, c'est eux qui ont chassé les nazis. Ouais, tout à fait. Il y a quand même d'autres forces en présence, hein. Les Américains, les Anglais, C'est voilà. voilà. Mais bon, Donc, bon, effectivement, je rebondis un peu sur ce que tu disais. On a eu quelques commentaires sur la chaîne, et d'ailleurs, bah, merci, ça fait plaisir à ceux et celles qui commentent. J'en profite pour dire au passage que bah, je j'ai pas envie de m'embêter, donc je supprime tous les commentaires agressifs ou complotistes, parce que voilà, parce qu'il y a autre chose à faire que de débattre de ce genre de choses. Donc voilà, n'hésitez pas à commenter. Il se peut qu'on fasse des erreurs ou qu'on ait des imprécisions, hein. Si vous voulez ajouter des choses, faites-le dans le respect, s'il vous plaît. Voilà, sinon je ne ferai pas de quartier dans les commentaires, tout simplement. Voilà. Et donc, ben voilà, on arrive alors, petit à petit. On s'approche de la fin de son règne, année voilà, après année. oui, voilà. Ce qui se passe dans sa tête, c'est qu'il s'isole de plus en plus. Il est paranoïaque, il a peur de tout le monde. Je ne sais pas si tu as vu, il y a des photos où il est entouré de ses proches. Et au fil des années, ses proches disparaissent des photos. Il n'y en a plus que quelques-uns. D'accord. Euh, alors, il y a le fameux complot des blouses blanches.
Ah, ça, je n'ai pas entendu Et, parler. ben, écoute, il s'imaginait que tous les médecins voulaient l'assassiner. Donc, arrestation, exécution, purge. Et finalement, plus aucun médecin n'osait le contrarier ou l'approcher parce qu'il en avait peur. Et finalement, il est mort, il a agonisé pendant des jours dans des souffrances épouvantables. Et il est mort d'une attaque cérébrale D'accord. le 5 mars 1953. J'ai l'impression que c'est une constante. Alors, je sais pas quelle est la cause, quelle est la conséquence, mais la paranoïa, c'est une constante des dictateurs. Parce que Hitler aussi, souffre d'une forme de paranoïa, voilà, qui était Oui, Hitler aussi. Hein. excessive. Ouais. Les témoignages autour de Poutine semblent aller dans le même sens sur le fait qu'il est extrêmement prudent, parce il a peur. En même temps, quand on est autoritaire, ben forcément, on a peur d'être Ah, renversé. on a des ennemis, c'est obligatoire. Hein. C'est logique, hein. Ok. Donc voilà, et là c'est l'arrivée de Khrouchtchev avec la déstalinisation et Et, la guerre froide. le début de la guerre froide, donc une période, alors qu'on couvrira la prochaine fois, parce que là on est déjà quasiment à 1 heure d'enregistrement. Ouais, une grande période d'affrontement sans coup de feu entre les États-Unis et la Russie. Et un moment où on a bien cru, on a bien cru que la fin du monde allait arriver, en fait. Oui, Ça a bien failli à plusieurs reprises, d'ailleurs, dans la guerre nucléaire. les années 60. Et tout ça, ça a marqué durablement. En plus, alors, bon, j'anticipe un peu, mais ça a marqué durablement la culture populaire, puisqu'il suffit de regarder tous les James Bond pour voir que pendant une certaine période, tous les méchants dans les James Bond sont des Russes. Ça a nourri aussi la fiction post-apocalyptique. Si vous jouez à des jeux vidéo comme Fallout, qui décrit un monde qui a été ravagé par une guerre nucléaire, et on incarne des survivants dans ce monde-là post-apocalyptique. Peut-être que les mentalités ont un peu changé avec le développement de la recherche spatiale, parce que les Américains ont pas mal collaboré avec des cerveaux russes. Dans les navettes, il y avait fréquemment des Russes avec des Américains, des Anglais, tu vois. Bon, on a peut-être changé un peu notre point de vue. Oui, on Et raconte que c'est le seul domaine dans lequel ils arrivent à collaborer, le domaine voilà. spatial. Je vais quand même te raconter une petite anecdote. Fin des années 50, dans les années 50, j'étais toute petite. Khrouchtchev est venu à Marseille. Et je me rappelle qu'on était tous à la fenêtre et il y avait eu des mesures de précaution extraordinaires. Mais il a défilé dans Marseille dans un silence glacial. Il n'y avait personne pour l'acclamer. Moi, j'habitais pas très loin de la préfecture, donc on a vu passer son cortège, mais il y avait 2 fois personne dans les rues. Et on a eu le plaisir d'avoir une perquisition chez nous à 6 heures du matin. Ils ont contrôlé toutes les habitations sur le trajet. Je sais pas si on était peut-être suspects. Ouais, t'étais menaçante déjà à l'époque, hein. On va avoir quoi, 7, 8 ans, tu vois. Je m'en rappelle très bien. Très bien. C'est incroyable. Donc, je voulais quand même dire en conclusion que c'était un homme qui a opprimé son peuple sans aucune pitié, qui a Mm. laissé mourir des tas de gens, des enfants, des femmes. Et je pense que il a été concomitant avec Hitler et je pense qu'on peut les comparer dans la cruauté et la férocité et les appeler tous les deux des bourreaux de leur peuple. C'est Ouais, ça. c'est-à-dire Bon, qu'il encore qu'on s'attaque à un pays à un autre, mais laisser mourir son peuple. Et ça, je trouve que c'est épouvantable. ouais, c'est-à-dire qu'il a bénéficié un petit peu de l'aura du fait d'être le vainqueur, enfin un des vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale. Oui. Et on a un peu fermé les yeux sur un certain nombre de choses pour cette raison, je pense. Mais voilà, ça reste abominable. C'est un peu, on va dire, il y a toujours ce côté, lorsqu'il y a des conflits un peu complexes en présence, bah, des fois, on a des avis nuancés. Bon, voilà, sans rentrer dans les trucs qui sont sujets polémiques, mais qu'on voit aujourd'hui.
les attitudes vis-à-vis d'Israël, où il y a certaines personnes qui sont extrêmement tolérantes vis-à-vis des atrocités qui sont commises par ce pays, parce qu'ils ont été attaqués par le Hamas. Et voilà, du coup, Oui, entre guillemets, on les laisse faire. on répond à la barbarie par la barbarie, en fait. Voilà, mais bon, enfin voilà, c'est impardonnable ce que commet Israël en ce moment. Voilà, et alors, à ce même titre, Staline, c'est pas parce qu'il a aidé à détruire les nazis que du coup il faut le pardonner et taire ces atrocités, quoi. Oui, 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 oui. Tu sais, j'ai lu de nombreux livres sur la vie dans les goulags, notamment celui que tu m'as offert, ce livre magnifique. On peut pas imaginer. Je pense qu'on peut Bon, pas. en même temps, c'était les camps de concentration en Allemagne, mais c'était à une moindre échelle. À une moindre échelle. Et là, c'était des millions de morts. Ouais, ouais, Et non. on a beaucoup parlé de la Shoah, mais cette période de l'histoire russe, on en a un peu parlé. D'ailleurs, dans les années 50, en France, il y avait beaucoup de communistes qui étaient pro-Staline. C'est ça qui est un peu surprenant, c'est la façon dont le communisme a continué à être érigé comme une idéologie. Oui, Alors, les gens disent, oui, mais ça a été corrompu en Russie, c'est pas comme ça qu'on l'imagine. Et voilà, ben, le Parti communiste français a continué à être populaire jusque dans les années 70, où il a totalisé des fois jusqu'à un cinquième, voire un quart des votes, si je me souviens bien. c'est C'est- possible, oui. Mais bon. c'est surtout que les communistes français n'ont pas nié Les- avoué les crimes qui avaient été commis par Staline, ont passé ça sous silence, tu vois. Bah, c'est un peu l'illustration du fait que la guerre, enfin que l'histoire des fois est écrite par les vainqueurs de la guerre et que du coup, bon, ils en ont profité pour, voilà. Même si c'est un argument qu'il faut utiliser avec précaution parce qu'il y en a qui servent de ça pour raconter tout et n'importe quoi sur, voilà. Je ne sais pas si je t'en ai parlé la dernière fois, mais actuellement, dans les écoles russes, on enseigne une histoire tout à fait tronquée, hein. Mm, tout à fait. On parle pas des crimes de Staline et les enseignants sont obligés de suivre ces programmes-là institués par l'État et les enseignants qui s'y refusent, bon, ben, tu sais ce qu'il en est, arrestation, dénonciation, des enfants aussi qui dénoncent leurs enseignants. Ça part à peine croyable. Et l'histoire est totalement remaniée. Ah ouais, c'est très triste. Bah, ce qui me rend triste aussi, c'est de voir que ces polémiques-là, elles contaminent aussi d'autres pays, hein. On voit aux États-Unis ce qui se passe avec l'enseignement de l'évolution et du créationnisme. Voilà, on voit aussi toutes les problématiques autour de l'éducation sexuelle à l'école qui est remise en question par des mouvements conservateurs. C'est Oui, le poids de la politique sur l'école, c'est quelque chose de toujours très inquiétant et on n'est jamais complètement à l'abri. Voilà. Et c'est non, notamment, bah, les pardon, vas-y. cerveaux des enfants sont malléables et je ne sais pas ce qu'il en est maintenant, mais dans le temps, ce que disait la maîtresse ou le maître, c'était une parole d'évangile. Il avait forcément raison, tu vois. Donc, mettre tu peux mettre toutes sortes d'idées dans la tête d'enfants. Oui, ah ouais, tout à fait. C'est compliqué. Bah, pareil, aujourd'hui encore en France, moi je déplore la mainmise de Bolloré sur les médias et sur le fait que, bon, on s'éloigne complètement du sujet, hein, on n'est Oui, plus du tout on est, dedans, on est en dehors. mais non, mais c'est ça pour dire que la manipulation de l'information, de manière générale, faut pas croire que ça arrive que dans les pays, on va dire, qu'on pointe du doigt, comme la Russie Non, ou les non, non, mais dictatures. c'est partout, c'est partout. Bah, quand Voilà. tu vois l'étendue maintenant des complotistes, c'est assez effrayant qui racontent tout n'importe quoi. Voilà. En tout cas, on va conclure là pour cette partie-là. Merci beaucoup, Régine, pour cet éclairage sur cette période trouble de l'URSS et de la Russie. D'ailleurs, j'espère qu'un jour, on aura l'occasion d'évoquer des périodes moins troubles, parce qu'on tape beaucoup sur la Russie. Il viendra, il viendra. Voilà. Sachant que c'est pas du tout, voilà, c'est pas du tout pour pointer du doigt. Enfin, pardon. C'est avec tout le respect qu'on peut avoir pour le peuple russe, c'est ça que je veux dire. Voilà, parce qu'effectivement, quand on Oui, regarde aussi l'histoire française, l'histoire européenne, il y a plein de trucs bien qui étaient, sûr. voilà, la colonisation. On avait fait un épisode sur la Révolution française où on a dénoncé aussi les excès des révolutionnaires, les massacres. Voilà.
Ah, on pourrait parler sur plein de pays et il faut pas essayer de se placer au-dessus des autres. tout à fait. Voilà. Moi, je te dis toujours, c'est un peuple que j'aime, un pays qui me fascine pour y être allé et avoir vécu avec des Russes dans une petite ville russe, tu vois, en Mm. dehors de Moscou, Saint-Pétersbourg, des grandes villes, tu vois pas vraiment. Mais la vraie Russie, elle est là. Mm. Tout à fait. Et moi, je n'ai rien contre, je l'ai dit jadis, contre le peuple russe. C'est un peuple, malheureusement, qui n'a jamais eu le choix. Oui, c'est ça. Il faut bien distinguer le peuple des régimes politiques. Et puis voilà, nous ce qu'on dénonce, parce on fait l'histoire, mais on est quand même un peu engagé. Hein, c'est normal. Oui, On peut mais pas dire ça de façon neutre. Hein, donc, c'est un pays qui a tellement, comment dirais-je, euh, qui a eu tellement d'artistes, de grands écrivains, de grands musiciens, des architectes. Quand tu vois la beauté de ces églises, des monastères, ces iconostases magnifiques, c'est quelque chose. C'est un c'est vrai que pays qui a un cœur, voilà. c'est un pays qui aurait pu rayonner davantage si c'était pas isolé. Malheureusement, voilà, qu'il y a des artistes qui fuient le pays, la coupure culturelle et le contrôle bon, c'est assez horrible. Très bien. Merci beaucoup, Régine, du coup, pour toutes ces informations. Merci à tous ceux et celles qui nous écoutent. Merci beaucoup, d'ailleurs, pour le succès pour notre épisode sur la Révolution russe. C'est celui qui a été le plus écouté de toute l'histoire de la chaîne. Donc, ça fait plaisir. J'espère que cela va vous plaire. Et puis, bah, on se retrouve bientôt pour une partie 2 du coup, pour explorer cette fois-ci la guerre froide et la chute de l'URSS, qui sont des périodes extrêmement intéressantes et relativement récentes, hein, quand on y pense. Voilà, puis pour plein d'autres sujets qui sont en préparation un peu dans notre atelier de l'histoire. Merci beaucoup et à bientôt. Das Vidania. Das Vidania.